De retour sur notre plateau avec nos invités. On vient de voir dans ce document des patients satisfaits de leur traitement par acupuncture ou auriculothérapie. On va évidemment en débattre tout de suite. Bruno Falissard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes professeur de santé publique, membre de l'Académie de médecine et vous pilotez un groupe de recherche donc, sur les soins non conventionnels. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de leur réelle efficacité? Alors bon, il y en a plein. Donc c'est pour le dire très vite. Quand on compare l'état du patient après le soin non conventionnel à avant, en moyenne, dans bon nombre de situations, le patient va mieux après qu'avant. Donc on peut dire, c'est intéressant, ça marche, etc. Sauf que la vraie question, c'est, est-ce que ce mieux qu'il y a là, il est supérieur au mieux que pour proposer la médecine classique? Et là, en général, la réponse n'est pas trop. C'est-à-dire que les médecines non conventionnelles, pour des problèmes douloureux, des problèmes fonctionnels, comme les acouphènes qu'on a entendus dans le reportage, effectivement permettent d'apporter des réponses thérapeutiques intéressantes, mais en moyenne, ils ne font pas mieux que ce que la médecine classique peut proposer. Oui, mais si on considère par exemple les douleurs chroniques, si on ne fait pas mieux, est-ce qu'on fait quand même pas mieux puisqu'on n'a pas les effets secondaires, par exemple de la cortisone ou d'autres médicaments? Oui, alors... Est-ce que c'est mis en balance ça, dans les études que l'on mène? C'est une très bonne remarque. Alors, il faudrait dire aussi que les soins non conventionnels ont aussi des effets secondaires. Mais c'est vrai, il faut être honnête, en général, le niveau d'effets secondaires est plutôt bas, en général. Donc oui, par exemple, vous avez mal au dos, vous allez prendre des anti-inflammatoires, oui, ça peut vous donner mal à l'estomac, alors qu'un ostéopathe, un chiropracteur, ne va pas vous donner mal à l'estomac. Peut-être que ça pourra faire autre chose, mais pas mal à l'estomac. Donc oui, effectivement, vous avez raison. Mais de notre côté, l'anti-inflammatoire il coûte beaucoup moins cher que l'ostéopathe ou que le chiropraticien. Si ce n'est que l'ostéopathe, il n'est pas remboursé. En plus. D'accord. Est-ce que c'est l'acupuncture sur laquelle on a le plus de preuves? Alors là, c'est fantastique. L'acupuncture, plus de 1000 essais randomisés. Randomisés, ça veut dire qu'on a tiré au sort acupuncture ou acupuncture placebo, parce que les Chinois ont même inventé... Ça, c'est extraordinaire. Absolument, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des aiguilles d'acupuncture placebo en double aveugle. Ni l'acupuncteur ni le patient ne savent si l'aiguille s'est vraiment enfoncée ou pas. Et on le sent? Non. Alors, on le sent, mais dans l'acupuncture, il faut que l'aiguille s'enfonce vraiment. Et donc, avec le placebo d'aiguille, l'aiguille s'enfonce juste un tout petit peu. D'accord. Donc, il y a plein d'études. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ces études montrent que dans les douleurs, etc., l'acupuncture marche, mais que vous piquiez sur le méridien ou à côté, vraisemblablement, il n'y a pas tellement de différence. Alors là, vous voyez le risque, c'est de dire, donc c'est un placebo. Bien sûr, non, mais je ne l'aurais pas dit, ça, vous inquiétez pas. On peut piquer n'importe où. Non, non plus. On ne peut pas piquer n'importe où. Parce qu'en fait, je pense, mais c'est un point de vue personnel, c'est qu'en fait, l'acupuncteur a une théorie du fonctionnement du corps humain en rapport avec la spiritualité des gens, le cosmos, leur vie. Et donc le fait de s'engager dans la relation avec le patient, de lui parler de ses méridiens, de lui dire qu'on va piquer à tel endroit parce que sa douleur est en lien avec ce méridien, va faire que la piqûre va marcher. Donc on ne peut pas piquer n'importe où. Ça n'est pas que de l'ésotérisme, ça repose sur quelque chose, mais ce quelque chose, on ne peut pas le voir avec un microscope électronique. Voilà, c'est un mode de pensée différent. Stéphanie Tréguer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cancérologue au groupe hospitalier public de Senlis et pilote du groupe d'experts sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique de l'AFSOS. L'AFSOS, c'est l'association francophone des soins oncologiques de support. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Dans votre service donc, de cancérologie, en pratique, vous utilisez ces médecines complémentaires? Dans mon établissement, on pratique principalement l'hypnose. Hypnose, à quelle visée? Dans les douleurs. D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression que le regard aujourd'hui des cancérologues notamment a changé? Parce que honnêtement, il y a 30 ans, un patient serait arrivé en disant je voudrais faire de l'acupuncture parce que voilà, il se serait fait envoyer au bain. Est-ce qu'aujourd'hui les cancérologues ont l'esprit plus ouvert à ça? Oui, ils ont l'esprit plus ouvert. Ça peut encore arriver qu'il y ait des refus de dialogue. Mais c'est vrai que de plus en plus, ils se tournent, en tout cas, ils vont étudier, ils vont s'interroger sur ces thérapies complémentaires parce que les patients vont leur poser des questions. On a deux témoignages là, qui nous sont parvenus par Facebook. Celui de Camille qui nous dit l'acupuncture est une médecine millénaire asiatique. Je pense que si ça ne marchait pas, ils auraient arrêté depuis longtemps. Peut-être que c'est un remède qui convient mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Mais pour ma part, ça marche très bien. Régine qui avait un énorme eczéma depuis son enfance traité par corticoïdes, pas soigné. Tout est dans la nuance. Un jour, j'ai pris rendez-vous chez un médecin homéopathe et acupuncteur par hasard. Il m'a enfin soigné. Je n'avais jamais vu ma peau à l'état normal. C'était il y a 28 ans. Alors, les témoignages sur l'acupuncture, on en a mais légion. On se demande à un moment pourquoi c'est pas pris en charge.
Alors, très bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'un soin est pris en charge en France? 1, que la maladie est grave. 2, que le besoin thérapeutique n'est pas couvert. 3, que la balance bénéfice-risque est importante. Le 3, c'est bien. Absolument. Alors, le bénéfice-risque, vous l'accordez. C'est important quand même. Oui, au regard des critères de la commission de transparence qui décide du remboursement des médicaments en France, c'est pas complètement sûr. Hein. Vous parliez de la corticothérapie. Corticothérapie, la balance bénéfice-risque, elle est très importante. Bien sûr, les risques, ils sont là, mais les bénéfices, ils sont majeurs. Après, maladie grave, besoin thérapeutique non couvert, vous voyez, la lombosciatique, c'est une maladie invalidante, gênante. Hein. Tout le monde en a eu. On ne peut pas dire que ça soit une maladie grave avec un grand G. Besoin thérapeutique non couvert, on ne peut pas dire ça non plus. Donc vous voyez, en fait, les soins non conventionnels, ils ne sont pas dans la niche qui correspond à ce que notre éthique de remboursement est dans notre pays. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en France, on rembourse si on prouve l'efficacité. C'est ça. Et là, il manque des études. Donc quand vous mettez les deux ensemble... Juste, je vais venir à la cancérologie, mais il manque des études. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, malgré tout, que peut-être les études que l'on mène sur ces médecines-là n'utilisent pas les bons outils, puisqu'ils utilisent les outils de la médecine classique? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de ce côté-là? Un peu, je vous l'accorde. Moi, je dirais que ce qui manque surtout, c'est des sous. Hein, c'est pas incompatible. Hein. Non, mais c'est que si vous voulez, les médicaments en France sont évalués par les firmes pharmaceutiques qui ont de l'argent pour les évaluer. On ne peut pas demander aux acupuncteurs de vider leur cagnotte pour financer les essais. Donc si on veut que ces soins non conventionnels soient remboursés, il faut que nous dépensions de l'argent pour les évaluer. C'est ça qui est injuste socialement. Stéphanie Traeger, en cancérologie, l'acupuncture, ça apporte quoi, hein? C'est beaucoup utilisé dans les nausées et vomissements, ce qu'on appelle chimio-induit, donc après les séances de chimiothérapie, notamment dans les premiers jours. Ça diminue les symptômes. C'est aussi utilisé dans les douleurs. Comme les douleurs liées au cancer eux-mêmes? Les douleurs liées au cancer ou d'autres douleurs qui peuvent être exacerbées au moment de la prise en charge du cancer. Et puis aussi dans les bouffées de chaleur induites aussi par l'hormonothérapie, notamment dans le cancer du sein. Donc les patients y ont fréquemment recours. Et il y a des services de cancérologie qui ont inclus des acupuncteurs dans leurs services, dans leurs locaux? Oui, il y en a plusieurs. Je dirais même de nombreux, que ce soit d'ailleurs à l'hôpital public, dans les institutions privées. Tout dépend après de chaque institution. Je dirais que la difficulté et le risque, c'est d'accueillir un praticien, peu importe, je dirais, la thérapie complémentaire, sans cadre, sans entourage, parce que, on va certainement en parler tout à l'heure, mais le risque, évidemment, il est toujours à la dérive sectaire, que ce soit dans l'institution ou hors institution. Et c'est important de pouvoir travailler ensemble. Je crois qu'il faut qu'on arrête toujours de mettre en duel la médecine conventionnelle et les thérapies complémentaires. Il faut qu'on avance. Il y a une alliance à faire. Pas une confusion, mais bien une alliance. Et c'est important que ces thérapeutes viennent voir des médecins, mais c'est aussi important que ces médecins viennent vers les thérapeutes. Oui, il y a quand même beaucoup de médecins qui restent méfiants quand même. Marie Drillon, vous êtes responsable de l'ADFI, l'Association de défense des familles et de l'individu des Yvelines. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous travaillez donc sur les dérives sectaires, notamment évidemment liées à la santé. L'arrivée donc de ces médecines complémentaires dans les hôpitaux, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou vous pensez que ça peut se faire bien? Oui, je crois que ce n'est pas en termes d'inquiétude, c'est plutôt en termes de vigilance. C'est-à-dire que ce qui vient d'être dit, ces pratiques-là, dans une équipe, avec d'autres, je pense qu'effectivement, c'est un mieux-être certain. Les risques qui tiennent au fait que c'est une population vulnérable et fragile, parce que ce sont des gens malades, et que ces pratiques peuvent être la porte ouverte à des réseaux ou des charlatans, enfin des réseaux avec des dérives sectaires, et des charlatans à l'extérieur de l'hôpital. Voilà. Mais le fait que ça soit dans un service hospitalier, ça ne vous semble pas un facteur protecteur? Ça donne une caution, donc à l'extérieur, c'est ça le risque pour moi, si vous voulez. C'est pas à l'intérieur, c'est protecteur, mais la caution que ça donne peut être utilisée à l'extérieur.
Il faut se rappeler que, par exemple, la porte d'entrée à l'ordre du Temple solaire, c'était le docteur Luc Jouret, homéopathe extrêmement charismatique. Et il a recruté beaucoup par ses conférences sur l'homéopathie. Oui, je voudrais juste rebondir sur bien sûr. ce que disait. C'est vrai que c'est très important cette histoire de vigilance. Et je crois que les dérives sectaires, elles ne sont pas propres uniquement aux thérapies complémentaires ou aux thérapeutes de ces thérapies, mais aussi aux médecins, aux soignants. On peut tous avoir un discours sectaire. Et c'est très important que tous les soignants puissent ouvrir la porte au dialogue et travailler ensemble. Est-ce qu'il y a des exemples de dérives sectaires qu'on aurait pu dénoncer? Ce fameux docteur Hammer qui sévit d'ailleurs peut-être encore, je ne sais pas, mais qui a vraiment détourné beaucoup de patients. C'était quoi exactement son idée? C'était que tout était dans le moral? Si je peux me permettre, oui, il avançait que l'origine du cancer est un conflit psychique. Donc il suffit de trouver et résoudre le conflit psychique. Et donc évidemment, du coup, ça exclut la thérapie classique du cancer. Oui. Et là, il y a eu quand même des choses extrêmement graves. Mais on comprend en même temps des patients à qui on dit qu'on va faire une chirurgie, une chimiothérapie, une radiothérapie, etc. et qui entendent ce discours parce qu'effectivement, c'est les patients les plus fragiles qui sont accrochés par ces personnes. Ils disent non, arrêtez, c'est pas le problème de tous ces traitements. L'important, c'est qu'on comprenne ce qui se passe dans votre tête. Oui. Alors, moi, je le dirais un tout petit peu différemment. Quand nous sommes malades, nous devenons encore un peu plus irrationnels que d'habitude. Tous. Parce qu'on a peur de mourir, parce que tout d'un coup, notre corps est là, et alors que d'habitude, on ne le sent pas. Et donc, or, le discours scientifique est un discours quand même, discours médical scientifique est un discours un peu difficile à entendre parce qu'il est très technique. Vous avez vos cytokines qui font ci et qui font ça. Alors que si quelqu'un vous dit, vous avez mal, mais en fait c'est normal, c'est votre pensée, et si vous arrivez avec votre pensée à vous dominer, alors vous allez guérir. Vous avez un discours que vous avez envie d'entendre. Bien sûr. Et donc du coup, ces gens profitent de notre fragilité quand on est malade. Et ça, c'est effectivement un vrai problème. Et c'est vrai que nous, médecins, ne sommes pas armés à ça. On ne nous apprend pas assez que les êtres humains sont irrationnels, en particulier quand ils sont malades, et que d'ailleurs, ça arrive aux médecins aussi. Bien sûr. À partir de quand on parle de dérives sectaires dans ce domaine? À partir du moment où il y a le développement d'une théorie exclusive et radicale, si vous voulez, qui mène à des ruptures, une triple rupture avec l'histoire de la personne elle-même, ses convictions, ses valeurs, etc. Tout est un peu oublié. Quelquefois même son histoire est reconstruite avec la nouvelle théorie, avec son entourage et avec la société, les règles de la société, et le civisme, etc. C'est vraiment l'histoire de votre maman, Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Votre maman, jusqu'à l'âge à peu près de 50 ans, avait une vie à peu près, j'allais dire, rangée, mariée, mère de famille. Elle travaillait, elle était comptable, chef de projet en informatique. Et elle a commencé à se tourner, à s'intéresser aux médecines parallèles. Lesquelles et pourquoi? Alors, quand elle a eu 50 ans, c'était une période, je pense, un petit peu plus difficile dans sa vie. Et donc, à ce moment-là, elle a été en recherche de bien-être au sens global. Alors, par quel type de médecine parallèle elle a trouvé une aide au début? Au début, elle a fait beaucoup de stages de développement personnel, justement dans le but d'essayer de se sentir mieux, tout simplement. Elle voyait également une coach de vie pour la guider un petit peu. Une coach qui se dit coach humaniste. Donc je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. C'est sûr. Et puis au bout d'un moment, elle s'est mise elle-même à pratiquer des soins. Oui, voilà. Elle a entamé une formation pour devenir masseuse ayurvédique, c'est ça? Alors, le problème, c'est qu'en 2011, son médecin généraliste, qu'elle continue à voir parce qu'elle est migraineuse, c'est ça. trouve un kyste. Et en gros, il lui dit quand même qu'il faut aller voir ce que c'est. Oui, voilà. Le médecin lui dit clairement... c'est un kyste à l'ovaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, quand elle a consulté, elle sentait déjà le kyste au niveau du bas-ventre simplement à la palpation. Le médecin lui a dit clairement qu'il fallait faire des analyses. Bien sûr. Je crois que en craignant qu'il y ait un cancer, bien sûr. Voilà. Il fallait faire, il me semble, une IRM. Et pour cet examen, il fallait boire un produit de contraste, il me semble.
Du gadolinium, ça doit être, c'est ça. Voilà. Faut qu'on voit bien. Et donc, dans son nouvel entourage, on lui a dit que boire ce On lui a dit parce produit- qu'elle est allée en parler, elle est allée demander Oui, avis, voilà. c'est ça. Oui. Oui. Oui, parce qu'après, toutes les personnes auxquelles on fait appel dans le cadre des médecines parallèles, ça devient aussi le nouvel entourage. C'est ça. Et ça devient aussi, toutes ces personnes deviennent amies C'est ça, c'est très le- rapidement. Et c'est le conseil. Donc elle demande notamment à une amie magnétiseuse Voilà. et qui lui a dit quoi alors? Qui lui a dit qu'il fallait faire l'IRM de toute façon? Alors elle lui a dit, donc l'amie magnétiseuse plus d'autres amis lui ont dit que c'était pas très bon de boire ce produit. Oui. Et la magnétiseuse lui a fait une séance en lui calculant son taux vibratoire, Oui. qui soi-disant était de 45 000. Et donc, en se basant là-dessus, on était sûr que c'était pas cancéreux. Votre maman était une femme intelligente, Oui. au départ cartésienne. Un kyste à l'ovaire à 50 ans, on sait que ça peut ne pas être bon, qu'il faut aller regarder. Comment vous arriviez à lui dire que c'était n'importe quoi ou pas? Oui, on lui a dit. Mais le problème, c'est que depuis quelques années, elle était donc dans un nouveau monde où elle était maintenant convaincue qu'on était malade, mais que ça avait une origine psychologique et que si on arrivait à trouver d'où venait ce blocage, on allait guérir. Alors elle est partie, votre maman, à ce moment-là au Brésil auprès d'un guérisseur C'est ça. qui devait faire quoi? Alors le guérisseur lui disait que non, il n'y avait pas urgence, que tout allait bien se passer. Donc quand elle est rentrée du Brésil, évidemment, elle avait très mal, Ouais, le fait augmenté, elle a dû être hospitalisée. Ouais, même pas 15 jours après le retour du Brésil. Le cancer a été diagnostiqué. Tout de suite, ouais. Bon, malheureusement, elle en est morte parce que c'était très avancé. Ouais, ouais. À quel moment elle s'est rendue compte qu'elle avait été bernée? Je pense très peu avant de décéder. J'ai senti que elle s'était rendue compte qu'elle avait peut-être pris une mauvaise voie et que là, en l'occurrence, ça allait être fatal. Vous avez quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez porté plainte, dénoncé, alerté? Vous avez informé ces gens du décès de votre maman? Alors quand elle est revenue, enfin quand elle était au Brésil, à un moment, elle m'a demandé par SMS de lui prêter de l'argent. Donc là, je me suis vraiment inquiétée parce que c'était quelqu'un qui avait une bonne situation financière. Donc là, je me suis dit, mais comment ça se fait Oui. Trop d'argent mêlé à ça. Voilà. Et donc là, j'ai contacté la Miviludes et on m'a mis en lien avec la police à Aix-en-Provence. Oui. Et donc j'ai fait une déposition sur toute cette histoire. D'accord. Et après, voilà, c'est resté un peu en suspens parce que pour porter plainte, il faut des preuves et c'est très compliqué. Ce que vous dites, ce que vous venez d'apporter comme précision, cet argent dont elle avait besoin, parce qu'apparemment depuis plusieurs années, en fait, elle devait donner de l'argent. c'est ça. Est-ce que c'est un critère qui permet éventuellement de se dire qu'un thérapeute est un gourou ou qu'un site internet qui propose des soins, etc., ça cache une secte ou pas? En tout cas, c'est un des critères, c'est vraiment pas le seul, hein, mais le discours aussi assez contre soit la médecine traditionnelle, soit, j'allais dire, le bon sens parfois aussi. Hein, Et assez lavage de cerveau, parce que si on entend bien... Oui, mais ça ce que s'est vous fait dites, c'était- progressivement. Oui, si oui, bien vous sûr. voulez, donc on peut pas. En fait, Sur c'est plusieurs plus années, qu'un lavage finalement, de ça cerveau, fait. c'est un Oui. décrochage et on est dans un autre monde. Voilà. Et il n'y a plus de dialogue possible avec des gens qui essayent de vous remettre dans la réalité concrète. Comme conseil, on dirait plutôt, pour commencer, pas de promesses, si vous voulez, en tout cas, s'alerter s'il y a la promesse de guérison, de résultats faramineux, la critique de tout ce qui a été fait avant, du diagnostic qui est sûrement sûr. faux, etc. L'arrêt des médicaments, bien entendu, ça c'est clair. Hein. Et puis souvent, un discours soit pseudo-scientifique, mais incompréhensible. Vraiment, si on s'attache à comprendre les phrases telles qu'elles sont, elles n'ont pas beaucoup de sens. Soit super simpliste, qui donne tout de suite une explication. Alors, vous disiez ça, je pense que c'est vrai que quand on est dans ces situations-là, on voudrait donner du sens à ce qui nous arrive, on voudrait comprendre, on voudrait que ça s'articule, que ce soit cohérent avec notre vie, quoi. Alors, en fait, quelquefois,
c'est pas cohérent, c'est un coup qui vous tombe sur la tête. Et donc, quand arrive une explication, et parfois vraiment super simpliste, oui, on va partir éventuellement, plus une très bonne relation, parce qu'on parlait tout à l'heure de la relation, elle a beaucoup d'importance aussi dans ce domaine-là. Bien sûr. Dans les dérives aussi, bien entendu. Évidemment, on précise que la plus grande partie des thérapeutes de médecine complémentaire sont des gens tout à fait honnêtes et qui ne manipulent personne. Voilà, malheureusement, ça arrive et c'est une vraie catastrophe. Vous avez déjà eu connaissance, effectivement, en cancérologie, de patientes comme ça, arrivées malheureusement trop tard parce que détournées de la médecine classique par des gourous sectaires? Ça arrive, mais bien souvent, les patients qui ont recours à ces thérapies de façon alternative, on ne les voit pas à l'hôpital, en institution. Donc, soit au moment où on les voit, c'est trop tard, bien souvent trop tard, ils viennent mourir à l'hôpital. Mais ils échappent complètement au circuit médicalisé standard. Est-ce que, puisque je le redis, la majorité, heureusement, sont extrêmement honnêtes et croient en ce qu'ils font, et uniquement pour la thérapie, vous êtes pour qu'on fasse plus rentrer la médecine complémentaire dans l'hôpital, en encadrant, et comment encadrer? Je ne vais pas dire non. Oui, je suis pour. Mais je suis quand même pour qu'on soit un peu honnête aussi avec la médecine classique. Dans le film, vraiment, enfin, dans le reportage, il y a eu des terribles injustices. C'est qu'à un moment donné, on dit « Ah oui, ils ne me prennent pas globalement, il n'y a pas d'écoute, ils ne prennent pas le temps, etc. » Mais à un moment donné aussi, il y a une patiente qui dit « Oui, mais ça coûte cher. » D'ailleurs, elle ne dit pas combien ça coûte. Non. Alors, bon, une consultation de médecin généraliste, c'est 23 €. Oui. C'est-à-dire en moyenne, c'est 13 minutes. Si vous enlevez 3 minutes de paperasse, il reste 10 minutes. C'est sûr qu'on ne peut pas demander... En plus, quand vous devez... Parce que là, si vous êtes médecin généraliste, vous avez la responsabilité de l'infarctus, du cancer, etc. Donc vous ne pouvez pas vous louper. Donc vous avez une pression terrible. Comment voulez-vous après prendre le temps d'écouter, etc. Les médecins généralistes, ils seraient ravis de passer une heure avec leurs patients. Ça, c'est clair, ils aimeraient même 20 ça. minutes. Mais ils ne peuvent pas. C'est ça qu'ils demandent. Voilà, ça, c'est 20 sûr. minutes. Donc, si vous voulez, il y a quand même un peu un double discours avec une injonction paradoxale. Allez vite, coûtez pas cher, écoutez-nous. Ah non, il faut choisir. Donc, ça, c'est le premier point. Alors après, de l'autre côté, oui, et je dirais même au-delà, les médecines alternatives ont à nous apprendre quelque chose. D'accord. Il faut être ouvert, quoi. Faut avoir Par l'esprit ouvert. exemple, il faut que nous acceptions l'idée qu'il n'y a pas de théorie aujourd'hui de ce que c'est qu'un sujet malade. Nous avons quelques théories, de bouts de théorie des organes malades, mais du sujet malade, lui, on n'en a pas. Et c'est ça que ressent le patient quand il dit « il n'y a pas de soin global ». Effectivement, parce que je ne sais pas comment théoriser ça. Et donc, on devrait quand même être plus lucide à la fac avec ça et en tirer des conséquences dans nos approches thérapeutiques. Juste pour terminer, comment on peut faire pour faire rentrer effectivement les médecines complémentaires à l'hôpital, mais il faut s'arrêter où? Il faut s'arrêter à quelle thérapie? Je ne suis pas sûre que la solution soit forcément de faire rentrer ces médecines complémentaires à Certaines sont l'hôpital. déjà rentrées. Mais... Certaines y sont déjà, mais c'est vrai que maintenant il y a un engouement, il y a plein de soignants qui viennent vers moi en me disant alors il faut choisir lesquels, mais j'ai pas de solution parce qu'il n'y a pas forcément d'études contrôlées, randomisées pour toutes les thérapies complémentaires, donc c'est difficile de choisir et puis il y en a qui se créent tous les jours, donc on est difficile de sélectionner sur 400 thérapies quelles sont celles qui sont potentiellement intéressantes. Ce qui est vraiment important, c'est, encore une fois, j'insiste, mais c'est si on fait rentrer quelqu'un ou une thérapie dans une institution, c'est de ne pas la laisser rentrer n'importe comment. C'est important qu'on ait ce cadre qui se fasse et cette coordination et de les faire rentrer dans ce cadre et de les considérer comme des soignants qui vont prendre en charge le patient dans sa globalité et améliorer son bien-être. Et peut-être qu'on ne montrera pas que c'est efficace sur tel et tel symptôme, mais finalement, le patient va vous dire « Oh, qu'est-ce que je vais mieux depuis que j'ai vu... je dis n'importe quoi, le réflexologue, la socio-esthéticienne, ce qui compte finalement, c'est son bien-être. Donc on est d'accord que c'est le bien-être et que si ça rentre, il faut que toute l'équipe soit cohérente et que ça soit... rentre dans une équipe. C'est ça, voilà, d'accord. Merci beaucoup, merci d'être venu témoigner, merci d'être venu répondre à mes questions. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver un dossier sur les thérapies alternatives sur le site de notre partenaire topsanté.com.
France.com. L'émission s'achève. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez évidemment réagir sur notre page Facebook et vous pouvez revoir l'émission sur notre site france5.fr. Vous retrouvez maintenant C'est dans l'air. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente fin de soirée. Bonsoir.